Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du ban en Europe des paiements en crypto depuis un wallet anonyme. Donc on va bien faire la lumière un petit peu sur tout ça et essayer d'expliquer, de front-runner ce que ça peut représenter tout simplement pour la crypto en Europe. On va également bien sûr faire l'analyse habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et le Total 3. Allez, intro. Alors, en ce qui concerne la structure 4 heures, pour le moment, on reste baissier, bien sûr. Vous le voyez notamment là-dedans, cette descente comme ceci. Il se trouve que depuis un certain temps, finalement, on est en train de compresser là, quelque part, puisque on ne fait pas de nouveau plus bas là-dedans et on ne fait pas de plus haut là-dedans. Pour le moment, on attend une résolution, tout simplement de cette compression. Personnellement, je pense qu'on est en train d'en sortir par le haut, c'est mon scénario privilégié. Mais cela dit, on aura ici une zone qui va être difficile à passer. On le voit d'ailleurs tout de suite, dès qu'on attaque un petit peu ce node là ici en volume profile, pour le moment c'est un rejet ici sur les 66. Le vrai signal qu'on repasse haussier, en tout cas sur la 4 heures, il se trouve à 68,4, à la cassure de la structure. Néanmoins, bien sûr, nous on joue plutôt l'upside sur ce mouvement-là, le fait que cette trend-là puisse potentiellement tenir. Par ailleurs, si on descend un petit peu dans les time frames, donc là on est toujours sur la partie technique, on va dire, on avait cette petite épaule, tête-épaule là qui a fait sa cassure mais qui a raté son retest. Si on prend celle qui est à l'horizontale, c'est-à-dire ici, elle a plutôt réussi son retest. On va voir ici ce que ça donne. Encore une fois, on avait un premier momentum qui était assez violent ici comme ceci. Malheureusement, ça n'a pas tenu et on est en week-end là, donc du coup le prix a retracé. Donc cassure de structure, on va dire 1 heure ici. Cassure de structure 4 heures ici, quasi la daily, c'est presque la daily ici qu'on pourrait casser. Voilà, d'une certaine manière, pour le moment, on attaque ceci. On va dire, si on arrive à casser ici cette nouvelle trend là, on pourrait aller à ce point pivot là, c'est-à-dire 66 600, et donc du coup retourner un petit peu la structure. Pour le moment, ça a l'air de tenir vers le haut, avec une très légère accélération ici. Bien évidemment, ça n'est pas très boule, le fait qu'on ait perdu ce début de trend ici qui était vers la cassure. Hier, j'ai parlé dans la vidéo affiliée notamment des épaules tête-épaule, et c'est ce que j'expliquais, on va dire une épaule tête-épaule qui est... On va le montrer là vite fait, mais une épaule tête-épaule qui est en descente comme ceci est beaucoup plus boule, ou une qui est à plat, tout simplement, est beaucoup plus boule qu'une épaule tête-épaule qui se trouve en montée comme cela. Pourquoi ça ? Parce que là, vous liquidez finalement du short, donc vous avez plus la raison d'un short squeeze, alors que là, vous avez une très belle raison de short squeeze, et là, ici aussi, quand vous avez des stop shorter ici ou des points de liquidation shorter à venir chercher, c'est bien évident que la figure est plus fiable. Donc on va voir là ici comment ça se met en place. Bon, pour parler d'une épaule tête-épaule qui soit un petit peu penchée, qui peut provoquer un short squeeze, bien évidemment on peut éventuellement anticiper celle-ci. Pour ça il faudra casser là et du coup short squeezer tout simplement tout ce qui se trouve dans la figure. Pour le coup le retest là-dessus est plus fiable qu'une épaule tête-épaule dans l'autre sens, un petit peu sur le modèle de ce qu'on voyait là hier au moment où j'ai fait la vidéo. On va voir ici encore une fois si on est sur cette très belle structure de retournement. Si ça n'est pas le cas, ça sera du coup un échec, éventuellement une perte de cette trend là. Et là pour le coup on a cette petite boîte de liquidité déjà à 61,8 pardon, qui pourrait éventuellement parler, qui se termine à 61,8 sur la 5 jours. Et puis bien évidemment pour le coup si on perd ça, on ira plutôt viser vers la zone des 50-55 que vers le haut. Cela dit, pour le moment, encore une fois, c'est un peu mou à se mettre en place, mais on a quand même cassé cette trend-là. Pour le moment, on tient à peu près le retest, surtout en 4 heures en fait. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on n'a que des mèches sous cette trend. On n'a pas réellement d'ouverture-clôture. On ne la clôture pas en 4 heures. Je parle ici de celle-ci. C'est-à-dire qu'on ne la réintègre pas en 4 heures. On va voir encore une fois si le prix nous donne un short squeeze à ce stade ou pas. Et ça passera bien sûr par l'étude de la liquidité. Ether contre Bitcoin.
Alors concrètement, on a eu pour le coup également cassure de trend ici. Pour le moment, ça pousse dans ce sens-là. Je trouve que ça a l'air plutôt bullish au sens où du coup on pourrait également short squeezer. Cette petite descente un peu larvée qui n'a pas l'air très impulsive semble plutôt corrective. Maintenant, on va voir également. Il est tout à fait possible, bien sûr, qu'on dégage en dessous sur Ethereum, Bitcoin. On va dire que ce point-là est perdu. Déjà, ça n'est pas une très bonne chose en une heure. Derrière, le prochain niveau, c'est le support, finalement, quelque part entre 0,51 et 0,50. Voilà pour le moment, c'est pas très joli. À plusieurs égards, notamment le fait qu'on perde, bien sûr, cette contraction par le bas. Première chose. Deuxième chose, c'est pas très joli également du fait que ici vous le voyez par exemple ce genre de double top recassé, retesté, c'est pas très beau quoi. Il faudrait vraiment qu'on réintègre tout simplement qu'on réintègre la ligne de coup qui se trouve ici. Et pour le moment c'est un échec dans cette zone. On va voir déjà casser cette petite distribution actuelle là ici comme ceci, la casser par le haut, cette espèce de biseau descendant, nous donnera l'idée qu'on pourrait éventuellement revenir par là et peut-être plus. On va voir encore une fois comment ça se met en place de ce côté-là. Ether autour des 3362. Même chose, on arrive à casser ici cette traîne, on reteste, mais pour le moment, on n'a pas l'impulsion pour aller chercher les shorts sur Ethereum. Je pense qu'il est important de ne pas perdre ce support déjà. Ça, c'est une certitude. Vous voyez ici, 1, 2, 3, c'est un joli 4 heures. On l'a mis nous en daily parce qu'on avait cette petite déviation ici en dessous, donc on a été obligé de le passer en daily. Encore une fois, là, il faut que ça se reprenne. Donc du coup, qu'on construise un peu un flag et qu'on casse la distribution actuelle pour éventuellement, à minima, reporter, vous le voyez ici, cette droite à la cassure, tout simplement, et commencer, initier un short squeeze. Du short, il y en a. Maintenant, est-ce que le prix aura le momentum pour aller les chercher ou alors est-ce qu'il va continuer à faire du ski le long de cette traîne et ou dévisser? C'est un petit peu la question du moment. Pour le moment, encore une fois, moi je me base plutôt vers le haut et y compris dans l'idée d'une surperformance d'Ethereum contre Bitcoin, c'est-à-dire qu'on se reprenne tout simplement sur la charte également de Ether BTC, c'est-à-dire que ça casse et qu'on attaque finalement le squeeze qui est peut-être mérité. On va voir si ça se met en place. Total 3 contre Bitcoin, un peu la même chose, c'est plutôt joli même je trouve. Cassure de trend ici, on fait cette poussée, on réenclenche, maintenant c'est pareil, il faut que ça confirme la cassure de la structure ici, et notamment ici également, où pour le moment on va dire que ça rejette. Mais là on est plutôt sur ce que j'appellerais une épaule, tête-épaule inversée en surface. En surface pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en bas de quelque chose, c'est plutôt la correction en elle-même. Je préfère les épaules tête-épaule qui sont des figures de retournement que les épaules tête-épaule, on va dire, qui sont des figures qui ont une tête de figure de consolidation, d'accord? Voilà, on va voir encore une fois si ça casse. Pour moi, c'est peut-être parti pour, surtout qu'on a ces mèches qui ressemblent plus à des mèches de liquidité, encore une fois, que à une réelle volonté d'aller en dessous, entre guillemets. On va voir encore une fois aussi là où ça va. Et si ça tient un petit peu son momentum de ce côté-là. Est-ce que ça, c'était en fait la question, voilà, elle est là, est-ce que ça, c'était la correction? Ou alors, tout simplement, est-ce qu'on a eu là une B et est-ce qu'on aura éventuellement une C derrière? C'est un peu la question qu'on peut se poser à ce stade. On va voir si, encore une fois, le prix nous donne quelque chose un retournement de structure quelconque, on va dire. La Bitcoin dominance, excusez-moi, je suis super malade, encore une fois, ça fait vraiment un mois que je traîne un truc. Bitcoin dominance qui est plutôt sur un support ici, enfin en tout cas une trend. C'est pareil, et un support. Donc j'aurais peut-être plutôt tendance à dire que ça va être difficile de casser vu qu'on a les deux en même temps là. Donc je serais plutôt ici pour un rebond. Mais si on casse, en revanche, c'est plutôt une bonne nouvelle au sens où ça laissera de la place pour les alts pour surperformer Bitcoin. Pour ceux qui en tout cas ont effectué une rotation vers les alts ou sont relativement amplement investis sur les alts, eh bien ça pourrait éventuellement être une bonne nouvelle. On passe sur les news. Avant ça, je vous rappelle que les bénéfices de la chaîne seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc n'hésitez pas à taper dans les liens d'affiliation, etc. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo ou nous rejoindre par le biais du Discord pour avoir une vidéo supplémentaire
pardon, une vidéo supplémentaire tous les jours, avec notamment principalement de l'analyse d'altcoin et ou du trade management ou du risk management ou voilà, enfin des tutos, on va dire, supplémentaires. Tous les jours une vidéo supplémentaire. Ici, on va passer sur le sujet du jour qui consiste, et n'hésitez pas également à venir vous abonner sur le Twitter, qui consiste à dire qu'en Europe, on interdit les transactions anonymes de crypto-monnaies via des self-custody wallets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, pour certains, ça serait bien qu'ils apprennent à lire, parce que ça n'est pas, bien sûr, on ne banne pas les self-custody wallets. Ce qu'on banne, c'est tout simplement les transactions de self-custody à self-custody, donc les cold wallets, qui ne sont pas KYC'd. KYC'd, ça veut dire, vous avez donné votre nom et vous avez dit, ce wallet, il m'appartient. D'une certaine manière, on va dire que c'est une régression pour ce que j'appelle le URSS, c'est-à-dire cette espèce de Soyouz qui est au-dessus de nous et qui nous fait accepter des lois que peut-être même à l'échelle nationale on n'aurait pas acceptées. C'est une régression, d'abord parce que ça c'est une perte de liberté, bien évidemment, ça on va pas se le cacher. Ça n'est pas du tout une très bonne chose pour tout simplement la crypto en Europe. Maintenant, on voit un plan quand même en surface, et c'est pas une nouvelle non plus, c'est-à-dire que cette loi, elle était annoncée déjà depuis un certain temps, mais on voit quand même une loi en surface qui nous dit quoi ? Qui nous dit vous devrez désormais dire si vous avez des cryptos pour pouvoir les dépenser, etc. On a une loi également qui nous dit on a banni d'une certaine manière les stablecoins algorithmiques avec la chute de Terra Luna. On a une loi qui nous dit très bientôt, vraisemblablement, pour les Européens qui veulent trader, il faudra trader sur les paires euro ou euroc, ou s'il y a une monnaie numérique de banque centrale, elle sera présente sur les exchanges. Donc voilà, on a cette idée quand même que l'Union européenne veut quand même mettre la main sur si dans l'éventualité où la crypto tout simplement devient complètement mainstream, veut quand même mettre la main sur la possibilité des taxes qui s'en rapportent. Derrière, je pense que la loi sur l'exit tax va passer bientôt, c'est-à-dire que dorénavant, à mon avis, vous ne pourrez pas acheter des cryptos quand vous étiez résident français, les vendre en étant résident dubaïote, par exemple. Donc pour ça, il faut avoir la résidence, bien sûr, et la résidence fiscale. Et puis ensuite revenir en France avec votre plus-value quelques années après, ça ne sera pas réellement possible, un petit peu comme sur le principe de à peu près tout le reste. Donc je pense que ça va passer aussi, il n'y a pas vraiment de secret là-dessus, à mon avis c'est la prochaine étape. Mais cela dit, ce qu'on peut voir quand même là-dedans, c'est également que ça va créer plus ou moins, si on y réfléchit un petit peu, parce que des fois il faut réfléchir aussi, deux catégories de Bitcoin d'une certaine manière. Là déjà, moi ce que j'ai vu cette année, c'est que par exemple, quand je ramène de l'argent de, je sais pas, on va dire Bybit ou Coinbase, peu importe, sur mon compte, ma banque me demande des justificatifs, ce qui est en soi normal, puisque c'est la loi. C'est-à-dire tout simplement ma déclaration de compte à l'étranger, qui, moi, est faite dans les règles de l'art, donc il n'y a aucun souci, je leur fournis. Ou à l'inverse, quand je veux verser de l'argent depuis mon compte à Coinbase ou autre, c'est un petit peu la même chose, on me demande, maintenant, ma banque est au courant, etc., elle sait que, entre guillemets, c'est un petit peu mon boulot, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on voit quand même ici qu'il y a eu un resserrement par rapport aux années précédentes où moi, j'étais dans une banque super crypto-friendly et du coup, tout se passait bien par rapport à ça. On me demandait aucun justificatif. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que vous allez vous faire KYC sur vos bitcoins de toute manière, quoi qu'il arrive. L'exit tax, personnellement, j'y crois pas trop, donc faites attention pour ceux qui veulent s'expatrier, enfin en tout cas, ceux qui veulent s'expatrier maintenant, peut-être que ça ne marchera pas, ce sera un risque à prendre éventuellement, pour ne pas payer la flat tax, j'entends ici. Et par ailleurs, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut dire que, d'une certaine manière également, vous allez potentiellement, tout simplement, avoir deux sortes de bitcoin dans le monde, en fait. Ceux qui sont KYC'd et ceux qui ne le sont pas, d'accord ? Parce que finalement, ici, vous avez votre déclaration de compte à l'étranger. Ce n'est pas des cold wallets, d'accord ? Ce n'est pas Anonymous. Vous avez fait votre KYC sur votre plateforme d'échange, etc. Derrière, vous envoyez ça sur un cold wallet que, dorénavant, vous allez devoir KYC. De toute façon, si vous avez KYC l'exchange, c'est très facile de faire le lien entre l'envoi de votre exchange vers l'adresse de votre wallet. Donc, je veux dire, à partir de là, bien évidemment,
enfin tout ce qui a été acquis dernièrement, on va dire, et de toute façon, d'une certaine manière, KYC. Ce que là, on veut éviter, c'est cette notion de cash en crypto. C'est-à-dire, tout simplement, j'ai un cold wallet qui est anonyme. J'utilise ce cold wallet pour payer mon carreleur, pour payer voilà, d'autres choses, hein, on va dire. Imaginons maintenant qu'on part sur une idée du commerce en ligne, par exemple. J'utilise mon cold wallet, qui moi est anonyme, pour payer un bien en ligne, donc sur l'adresse Bitcoin de Amazon, que sais-je, hein, on peut ici réfléchir à toutes les évolutions possibles. Ben là, d'une certaine manière, il va falloir que vous ayez KYC, tout simplement, ce cold wallet, sinon Amazon ne sera pas en mesure bien, de vous fournir les produits. Donc ce qu'on a, c'est une forme de disparition du cash en crypto, si on peut l'appeler comme ça. Le cash dans la vie, de toute façon, n'existe plus, d'une certaine manière, enfin, sauf si vous touchez du cash pour redonner du cash à quelqu'un d'autre, mais on va dire, aujourd'hui, le cash dans la vie n'est pas quelque chose qui existe. Je pense que ça va créer deux sortes de Bitcoin, encore une fois. Excusez-moi, je mets en pause parce que je vais devoir éternuer. Ok, désolé. Donc oui, ça va créer un petit peu des bitcoins à deux vitesses, au sens où vous aurez d'une certaine manière des bitcoins qui sont du coup KYC, on va dire, KYC Know Your Customer, hein, pour ceux qui comprennent pas nécessairement l'idée. Donc qui vont être assez facilement revendables, que ça soit sur des exchanges ou assez facilement utilisables, on va dire, pour des paiements, ce genre de choses, etc. Et vous aurez des bitcoins probablement plus anciens, dont c'est impossible de faire le KYC et qui auront une valeur sur le marché secondaire. Il est tout à fait possible ici de dire à quelqu'un, je t'envoie X bitcoin et donne-moi du... Enfin, le P2P est possible en crypto, hein, c'est toujours possible, on va dire. Donc on aura deux sortes de bitcoins, on va dire des bitcoins KYC et des bitcoins qui restent anonymes, d'accord ? Ça pose beaucoup de questions quand on commence à y réfléchir. Ça pose beaucoup de questions qui est d'abord, est-ce que les anonymes vaudront plus cher ou moins cher que les bitcoins, on va dire KYC ? Ça, c'est une vraie question. Peut-être qu'ils vaudront plus cher parce que exempt de taxes, d'une certaine manière. Donc ça, on peut éventuellement y réfléchir. Et deuxième chose, ça pose la question, bien sûr, des pays. C'est-à-dire, admettons, vous avez des comptes en Suisse depuis une vingtaine d'années. Vous les avez ouverts en Suisse pour ne pas payer des impôts, hein, bien sûr. Aujourd'hui, ça reste assez compliqué maintenant, avec cela, d'acheter une maison en France. Et donc, du coup, vous allez devoir, de temps en temps, aller en Suisse, retirer un peu de cash, passer la frontière, ceci, cela, ou en tout cas envoyer quelqu'un. Bref, ça va créer des questions d'évasion fiscale, etc. En tout cas, pour ceux qui ont la résidence fiscale française, ça peut créer à la fois, d'un côté, certaines formes d'avantages à s'expatrier, oui, potentiellement. Et encore une fois, je suis pas sûr que l'exit tax n'arrive pas en crypto très rapidement. Et de deux, ça va créer aussi, tout simplement, encore une fois, cette idée un peu de Bitcoin à deux vitesses, le self-custody, KYC ou pas. Donc, on va vous demander très prochainement de, bien sûr, déclarer vos cold wallets. C'est la prochaine étape, comprenez-le. Aujourd'hui, vous avez un compte en banque, on vous demande où il est. Quand vous allez à la banque, vous faites votre KYC d'une certaine manière, mais l'État n'est pas en capacité de vous demander combien il y a dessus. Sauf bien évidemment, on va dire, décision judiciaire d'une certaine manière. Ça, c'est autre chose, c'est quand vous faites retoquer, entre guillemets. Maintenant, il faut bien comprendre également que, du coup, oui, effectivement, ça crée quelque chose un petit peu à deux vitesses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? J'avais une réflexion assez intéressante également là-dessus. Je m'en rappelle plus, mais ça va me revenir, c'est pas grave. En tout cas, ici, il faut bien comprendre, parce que certains ont compris, les cold wallets sont interdits en Europe. Non, vous pouvez même avoir un cold wallet et il peut rester anonyme. Par contre, vous ne pourrez rien payer avec. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la seule solution que vous aurez, c'est de renvoyer de l'argent de votre cold wallet vers un exchange. Donc, de fait, vous serez KYC, puisque vous aurez fait la traçabilité de votre adresse vers une autre. Et on a bien compris également, dans cette idée-là, que les gars qui ont créé Tornado Cash, qui était une sorte de wash machine pour l'Ethereum, qui était un projet intéressant à la base, parce que... alors là, je vais rentrer un peu dans le détail, mais... en tout cas, les gars sont fait poursuivre et ils sont maintenant en ce moment en prison en train d'être jugés, etc. Alors qu'ils ont juste développé à la base des lignes de code.
Mais bon, voilà, c'est autre chose. Donc, il y a eu aussi, au travers de, je vous l'expliquais, disparition des stablecoins algorithmiques. Aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expliqué également dans l'idée de Russell Napier, c'est-à-dire que vous êtes dans un monde où on est un monde de la dette, donc les actions peuvent de toute façon performer là-dedans, mais il faut bien comprendre que, à un moment donné, étant donné qu'on est dans un monde de la dette, il va y avoir une réglementation financière qui va vous obliger à détenir de la dette de votre propre pays. Aux États-Unis, on l'a vu, avec notamment les stablecoins, qui vous oblige d'une certaine manière à avoir de la dette américaine. Quand vous êtes en stablecoin, vous êtes backé sur de la dette américaine. Et inversement, ici en Europe, on le voit tout à fait bien aussi, avec cette idée que désormais le trading ou le holding, entre guillemets, du USDT sera considéré comme plus ou moins une opération. Mais que, en tout cas, on est en train de potentiellement passer à un système où si vous êtes résident européen, vous devrez trader en euros. Donc moi, ça me dérange pas. La seule question maintenant, c'est est-ce qu'il y aura autant de liquidité sur les paires euros que sur les paires USDT? Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Moi, parfois, j'utilise les paires euros parce qu'il y a des dips plus intéressants, il y a moins de liquidité dessus, donc ça m'arrive de mettre, si on va dire, je vais mettre des ordres que j'appelle les ordres Jean-Claude Duss, un peu, sur un malentendu, on les met très bas, et puis voilà, des fois, ils n'auraient pas touché en dollars, et comme ils ont été mis en euros, et à ce moment-là, puisque, on va dire, c'était de l'argent que j'avais sorti d'une certaine manière et que je re-rentre en crypto, par exemple, parce que moi j'ai une allocation qui est toujours entre 10 et 30%, c'est mon système un petit peu, c'est-à-dire minimum il faut que 10% de ma richesse soit en crypto, et d'une certaine manière maximum autour de 30% ça me va, c'est-à-dire que je commence un petit peu ici à vendre, etc. Donc on va dire que dans mon propre patrimoine, je pratique ce type d'arbitrage, mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, donc du coup, bien évidemment, ça va nécessairement ici vous emmener vers cette idée que l'Europe est en train de pousser pour que vous payiez vos taxes, et également que savoir quand vous avez un wallet et plus ou moins sans réellement savoir ce qu'il y a dessus, c'est assez facile ici maintenant. Enfin, en ce moment, c'est un des gros problèmes de la crypto, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On l'a montré aussi dans les Ethereum Name Service, etc. C'est que quand j'ai votre adresse, d'une certaine manière, je peux retracer avec quelles adresses vous avez interagi, mais je peux également savoir le solde que vous avez dessus. Donc du coup, blanchir de l'argent en crypto n'est plus du tout intéressant à ce stade, et c'est pour ça qu'il y a finalement très peu de cryptos qui désormais servent à blanchir de l'argent, sauf avec le privacy qui, d'ailleurs, en ce moment est en train de tomber en désuétude, et je ne pense pas que ça soit la fin pour le privacy. Néanmoins, je ne sais pas ici si sur cette news le privacy a monté, Monero, etc. J'ai pas regardé aujourd'hui, mais en tout cas, il faut bien comprendre que pour ceux qui ont... pour ceux qui ont, on va dire, des bitcoins anonymes, donc beaucoup plus vieux, théoriquement, ça veut dire que vous avez acheté sur des périodes beaucoup plus anciennes, et que c'était l'époque où il n'y avait pas du tout de KYC sur les exchanges, etc., et qu'à aucun moment vous avez fait le lien entre ces bitcoins plus anciens et les KYC que vous avez fait sur les exchanges, c'est-à-dire que vous avez changé totalement de compte, d'exchange, etc., et toutes ces choses-là. Donc il faut bien tout mettre, il faut, pour le coup, pour que vos bitcoins soient anonymes, entre guillemets, ça nécessite une certaine antériorité et une certaine complexité pour vous, mais vous allez vous retrouver à dire, moi, et je connais des gens qui font ça. Moi, par exemple, je connais des gens, moi, qui ont plusieurs centaines de bitcoins et qui n'ont jamais voulu, tout simplement, les KYC. Et du coup, ils se retrouvent à vendre à d'autres gens des bitcoins, moyennant une finance en cash. C'est leur système à eux pour éviter de payer. Personnellement, moi, j'ai toujours dit, il y a à un moment donné dans ma vie, je faisais, oui, ça m'est arrivé de faire des transactions, on va dire, en dehors des comptoirs, etc., dans ma jeunesse, mais j'ai jamais autant performé, j'ai jamais autant engagé de la capacité d'investissement, de la capacité d'emprunt, de la capacité d'être bien avec ma banque, etc., que le jour où j'ai décidé de payer absolument tous mes impôts, et donc du coup quand il y a des KYC, etc., de les faire, quand il y a une flat tax à payer, de la payer, quand il y a toutes ces choses qui tout simplement disent au moins je suis clean, quoi. Voilà, à aucun moment donné on peut me tomber dessus, parce qu'il faut faire attention avec ces choses-là. Ça arrive vite à des sommes extrêmement importantes et que potentiellement vous n'avez pas en cash, donc ça remet en cause, on va dire, votre train de vie, et c'est des choses sur lesquelles il faut faire extrêmement attention, parce que vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain avec plus ou moins rien alors que vous aviez beaucoup. Voilà.
Donc voilà l'idée. Grande question, je pense, c'est déjà pourquoi ils font ça. Bon, c'est relativement simple. Je vais vous l'expliquer. Hein. C'est pour tout simplement, on va dire tracer ce que vous avez et être au courant, un petit peu comme un compte en banque, hein, d'une certaine manière, avoir la possibilité de dire, je sais que ça appartient à telle personne et que c'est là. Une des grandes questions également, et c'est très important de le voir comme ça, c'est que de toute façon, les extrêmement riches, on va dire, auront toujours une porte de sortie, hein, avec les comptes offshore, les îles Caïmans, toutes ces choses-là. On voit aujourd'hui, on voit des sociétés, on voit par exemple des gens acheter des appartements entiers, énormes, à plusieurs dizaines de millions, et ça se fait avec les îles Caïmans, il n'y a aucun problème. Pareil en Russie, vous avez des gens qui sont extrêmement riches, j'en connais aussi, et qui finalement habitent ici, et puis du coup, ils ouvrent une société en Turquie, et ils n'ont aucun problème à ramener leur rouble en Europe. Enfin, il y a toujours des solutions, qui sont en plus légales, et il y a toujours des solutions légales qui fonctionnent, mais il faut pour ça être très bien conseillé, et que les sommes valent le coup, hein, tout simplement également, de payer les conseils et de faire les structures pour que ça soit une possibilité. Maintenant, la grande question ici, c'est pourquoi on ne tape pas. Je lisais des papiers qui disaient que si on tapait vraiment sur l'évasion fiscale, entre guillemets, offshore, que en partie, on l'a vu avec les Panama Papers, etc. Il y a quand même pas mal du monde politique, on va dire, qui est également mouillé là-dedans. Mais d'une certaine manière, ce que je veux expliquer là-dessus, c'est que, pour ceux qui ont la capacité, tout simplement, d'avoir des énormes du conseil, et ceux dans des proportions énormes, il est tout à fait possible, tout simplement, de continuer leur petit business, et ça sans aucun problème pour le coup. C'était long. Alors, ici on passe sur Wall Street également, il n'y a pas grand chose à voir. Buterin qui milite contre la centralisation du staking. Oui, alors on a eu déjà cette idée du rainbow staking. Rainbow staking, ça veut dire que si vous avez votre propre node avec 32 Ethereum dessus, vous avez des récompenses qui sont un peu plus importantes, ou en tout cas un peu plus intéressantes que si vous étiez en liquid stacking sur une très grosse plateforme. Donc là, l'idée, c'est de pas avoir les mêmes validateurs, et surtout, je crois que quand vous faites du staking vous-même, votre argent n'est pas at stake d'une certaine manière, c'est-à-dire que si vous faites un petit node qui est un node personnel, etc., à ce moment-là, votre argent n'est pas, at stake, c'est ça, vous n'avez pas la possibilité de le perdre si jamais il y a une transaction malveillante, on va dire, qui est validée, en tout cas, avec des choses un petit peu plus intéressantes de ce côté-là. Et là, je pense que cette proposition-là, elle parle de... là, on voit la centralisation du staking, hein, avec Lido qui a quand même une énorme part, Coinbase qui a à peu près la moitié, et le 16% qui est là, c'est du unidentified, donc on ne sait pas. Pour le coup, ça doit être justement du self-custody node, on va dire ça comme ça. En l'occurrence, beaucoup de stackers qui ont effectivement 32 Ethers, mais qui les mettent en liquid stacking. C'est ce que Vitalik Buterin appelle les lazy stackers. J'ai vu qu'il y avait aussi aujourd'hui une proposition pour passer la quantité de staking à 2048 pour les gros, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus faire des nodes désormais. Ok. Vous pourrez toujours stacker vos Ethers quand vous avez 32 ETH au minimum. Cependant, pour les gros, donc ceux qui sont là-dedans, dans tout ça, ils auront le droit d'avoir des pools que de 2048. C'est-à-dire que si vous avez une centaine de pools, donc ça fait 320 Ethers, il faudra attendre que vous ayez 2048 pour staker. Donc ça va créer des problèmes, au sens où ceux qui veulent staker, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ceux qui veulent faire du liquid staking, qui ont un Ether, qui veulent le mettre en liquid staking, à ce moment-là, il va falloir qu'ils attendent que le pool soit fermé pour pouvoir ouvrir un node, tout simplement. Et à l'inverse, pour le coup, si vous avez 32 Ethers, alors c'est assez compliqué de mettre en place son propre node, etc. Il faut faire les mises à jour, ceci, cela, c'est quelque chose qui est assez complexe. Aujourd'hui, c'est plus, je trouve, la complexité qui est un problème que, d'une certaine manière, le projet en soi.
Mais voilà, je trouve ça relativement intéressant quand même, que effectivement, d'une certaine manière, on pourrait comprendre aussi 2048 Ether, ça veut dire que ça va être plus centralisé. Non, c'est l'inverse, c'est-à-dire que du coup, ce sera beaucoup moins rapide de faire du liquid staking déjà, parce qu'il faudra closer 2048 adresses pour pouvoir effectivement 2048 Ether pardon pour pouvoir effectivement faire ce liquid stacking. Ça c'est la première chose, donc il faudra attendre beaucoup plus longtemps. Et la deuxième chose, c'est aussi que du coup c'est pour plutôt engager ceux qui ont 32 Ethers à ne pas être des lazy stackers et à justement mettre leurs Ethers en stacking par eux-mêmes. Ça, on en a parlé. Bon, je pense qu'on a fait le point là-dessus, c'est bien. Derrière, Bitcoin, Top Crypto, Priority for 243 000 BTC et c'est une priorité pour BlackRock. La crypto est une priorité. Ici, on n'a pas parlé de l'attaque. On va attendre un petit peu que ça se décante parce qu'on entend à boire et à manger ici. Donc du coup, personnellement, je vous donnerai mon avis. Si aujourd'hui j'avais un avis à donner, c'est qu'on voit des gens qui disent en fait c'est ISIS ou alors c'est les Ukrainiens ou alors c'est les Russes, globalement, d'une certaine manière. Personnellement, je pense que c'est un petit peu des trois. Un petit peu des trois au sens où... le fait qu'il y ait des combattants d'ISIS en Ukraine n'est pas un secret. Il y en a, on le sait. Donc du coup, c'est tout à fait possible. Derrière, le fait qu'il y ait des réseaux qui soient activés par rapport à ISIS, donc l'État islamiste ou Daesh, ou appelez-le comme vous voulez, en Russie n'est pas une surprise, au vu de ce qui s'était passé en Syrie notamment et autres. Et puis voilà, on va attendre que ça se décante un petit peu. En tout cas, visiblement, ça devrait se décanter, puisqu'il y en a qui ont été attrapés vivants. Ça, je sais pas pourquoi ça s'est pas mis à jour, mais ça s'est pas mis à jour tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de nouveauté. Et puis, record, pareil, on va passer. Semaine prochaine, on a déjà parlé du calendrier économique, donc on passe à la liquidité. J'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo si jamais le contenu vous plaît. 106 millions de liquidés hier, c'est une journée toute petite, relativement normale. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a liquidé que 50 millions, non, c'est la moitié, pardon. La moitié sur Bitcoin et Ethereum, on a liquidé, vous le voyez ici, principalement du short sur les dernières 24 heures. Principalement du long sur pas mal d'alt, et puis par ailleurs du short sur deux ou trois autres alt qui peuvent éventuellement être intéressantes. Carnet d'ordre toujours vide, quelques ordres à l'achat qui sont rajoutés ici sur la zone des 62. Mais sinon le carnet d'ordre est toujours aussi vide, il y a assez peu de Bitcoin, que ce soit à la vente comme à l'achat. Et là on regarde, je le rappelle, le carnet d'ordre du spot, on pourrait regarder le carnet d'ordre des dérivés, mais globalement il est là pour reproduire un peu ce que nous dit le spot, puisqu'on essaye que bien sûr les prix soient relativement proches à la fois sur le spot comme sur les dérivés. Ici on a... tiens, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Hop, on continue. Ici, on a le Commitment of Traders sur le CME. On est toujours un peu dans la même configuration, c'est-à-dire des institutions qui longuent, de l'argent leveragé qui short, des dealers, donc des market makers qui sont en short également. Qui va gagner dans cette zone-là, c'est un petit peu la question. En tout cas, il faut bien comprendre que c'est important de regarder ça, même si on n'a pas toujours les news en temps et en heure. En l'occurrence, là, on les a beaucoup trop tard. Vous voyez que cette news, elle date du 19, donc 5 jours après, c'est difficile d'être accurate avec ce type de data, mais on n'a pas mieux pour le moment. Mais il faut bien comprendre qu'en termes d'open interest... Désolé. En termes d'open interest, c'est actuellement le CME qui est loin devant, avec 162 000 BTC en open interest. On en a perdu un peu, on était plutôt à 175, donc on a perdu quasiment 10% d'open interest ici. Ça veut dire que principalement on a des longs qui se sont fait liquider sur le CME, mais on n'a pas de funding sur le CME, donc du coup on peut pas nécessairement ici savoir où on en est par rapport à où est-ce qu'on va. Mais comprenez bien ici que le CME pèse 1,5 fois ce que fait Binance tout simplement. Les marchés en levier, pour le moment,
Pour le moment, ce qu'on peut voir, bon ben on était shorté par là, la structure descend, le fonding aussi, on a été un peu longué par ici, mais ça va à peu près avec la structure également et le fonding. Derrière, on liquide du long ici, là jusque-là tout est à peu près normal. Le tout se suit pas trop mal également sur ce moment-là, où on avait quand même quelques longues qui sont rentrées ici sous le mouvement, mais c'est pas énorme, puisque ça va ensemble. Mais comme on a une légère ici montée du fonding, montée du prix, voilà, c'est dans la normalité, mais on peut peut-être mettre un point quand même de liquidité à venir chercher ici. Ça, c'est du long. Et à l'inverse, ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai pas mal de shorts qui se présentent là, puisque la structure continue à monter, mais le fonding est à la descente. Et j'ai du short jusqu'ici, puisque là, on a un peu la même chose. Et en plus, j'ai du contrat qui augmente. Donc, on peut estimer que ce top-là est shorté également. Donc les anomalies malheureusement ici reflètent un peu la price action, un point en bas, un point en haut. Derrière, je suis légèrement relongué sur ce point-là également. Vous voyez qu'on est remonté plus vite que le prix là, donc on va le mettre comme ça. Et depuis, on est dans la normalité à peu près. Donc, possibilité de venir chercher 66. La question ici, c'est qui va fermer ces trades en fonction de l'action de prix. Et c'est ça qui va dénoter le sentiment. On va regarder ici sur les les bulles de liquidité. Sur 5 jours. Je mets en pause une seconde. Alors moi sur iBlock je ne prends que les leviers 100 parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que je considère comme aussi étant le plus frais en termes de liquidité. On voit effectivement ce petit point qu'on avait vu en long là dessus et on voit cette petite boîte de liquidité ici sur le bas et je pense que c'est à peu près ce qu'on avait regardé, ce qu'on avait mis en avant, ouais c'est ça. Finalement, on a de la liquidité, je dirais, à partir de 62 002 et ça jusqu'à 61,8, peut-être légèrement en dessous. En tout cas, depuis 5 jours, 61,100 même, mais la vraie boîte de liquidité, vous voyez qu'à 61,8, elle est quasiment déjà nettoyée. Pour le moment, ça n'a pas l'air de se mettre en place qu'on aille, entre guillemets, la chercher. On va voir, en tout cas. Mais par contre, on a une absence relative de short, je trouve, sur cette descente. En tout cas, tout ce qu'on avait en short a été sorti quand on est monté à 66 ici, vous le voyez. Et là, on avait par exemple ces 3 petits points de short. Ici, on avait fait le job, si vous préférez. Le marché est descendu pour prendre cette grosse position. On avait 3 petits points de short qui étaient au-dessus, qui étaient plus intéressants à venir chercher que ça. Donc le marché est venu chercher ces 3 petits points de short, mais également le point qui est là. Et en l'occurrence, derrière, j'ai plus grand-chose à prendre en haut, d'accord. Donc c'est pour ça que effectivement, on a cette liquidité qui est plutôt positive ici. C'est-à-dire, malgré une action de prix baissière, plus de longue que de short. Donc, on est sur un effet qui, pour le moment, ressemble un petit peu à un couteau qui tombe. Là, on voit que... pardon, on va se remettre là. On voit qu'il y a peut-être 2 petits points à venir prendre ici en haut. C'est ce que je vous ai dit quand je vous ai dit le top est probablement shorté. En l'occurrence, là, on aurait plutôt 65,8 à venir prendre. Derrière, quand on vient là, il faut qu'il y ait exactement la même chose que ce qui s'était passé là qui se passe, c'est-à-dire du short qui rentre. Et donc, du coup, malgré une action de prix qui est baissière, on a quand même une certaine absence de short, en tout cas, je trouve. Ici, je me suis trompé, donc on va mettre ETH. Sur ETH, globalement, même chose, on a plus de long que de short, jolie poche de liquidité à 3141, vu qu'on est revenu ici, en construire encore un tout petit peu plus. ETH, ouais, 3141 en bas, et pour le coup, on a encore quand même quelques shorts à venir chercher ici sur la structure. En tout cas, sur 5 jours, c'est pas très joli. On va regarder sur 7 jours, du coup, avec la heatmap. Pas très joli en liquidité, j'entends. Vous voyez, on est dans un funding qui est à 0,100, donc à peu près, il est légèrement remonté là, peut-être 0, quand je dis 0,100, pardon, je dis 0,01. Là, on est à 0,02 quasiment. Donc c'est quasi la neutralité. Et en même temps, quand on regarde là une semaine, on voit que finalement, il y a autant à prendre dans la boîte des 60 que dans la boîte des 70 d'une certaine manière. D'accord ? C'est ce qu'on peut voir éventuellement sur 7 jours. On va dézoomer là un mois pour avoir une petite idée également. Ouais, sur là un mois, c'est un peu la même chose. On a créé les conditions de cette
de faire grossir cette boîte de liquidité à 60 en y allant. On a créé un petit peu de liquidité intermédiaire ici, et c'est la boîte que je vous montrais de 62 à 61, c'est celle qu'on voit en 5 jours ça. Alors que sur 7, oui on est en un mois là, pardon, mais sur un mois on voit qu'il y a un peu de liquidité sous 60. Maintenant le funding est à quasi 0, donc on a quasiment autant de monde en haut qu'en bas. Donc pour le moment on est un peu dans cette indécision. C'est finalement la demande au spot qui va ici nous donner la direction, et pour le moment, ou la demande ETF, hein, c'est un peu la même idée. Mais pour le moment, on a une forme de neutralité de ce côté-là, en tout cas. Donc la liquidité nous apporte pas énormément de réponses aujourd'hui. On va y arriver. Ah oui, il faut que je run d'abord. Moi, j'enlève L4, L5, hein, à chaque fois, pareil, pour avoir une idée plutôt de la liquidité fraîche, on va dire. Alors, ouais, même chose sur Ether, et globalement sur Ether, je sais pas où on est le funding. Désolé, j'avais pas forcément tout préparé avant. Sur Ether, le funding, il est à, pareil, 0,012, donc on est typiquement exactement sur la même chose que BTC. Et là, en l'occurrence, sur Ether, il faut imaginer qu'il y a autant de choses ici qu'il y en a ici. Pour le coup, et là on est sur la 7 jours, on peut regarder sur la 1 mois pour avoir un peu plus une idée de où sont les traders de position. Voilà, il faut imaginer il y a à peu près la même chose ici qu'ici, hein, d'une certaine manière, peut-être même légèrement plus ici, puisqu'on a un funding qui reste positif malgré tout. Maintenant, il y a de la jolie liquidité là à venir prendre en haut, probablement en trade de position. Le problème, c'est un manque de short dans la liquidité intermédiaire, alors peut-être moins sur Ether, on voit ici que ça a quand même bien, c'est bien parti dans le vert là, dans ces zones-là, peut-être un peu moins sur Ether que sur BTC, mais je dirais que une partie du souci, voilà, c'est cette liquidité intermédiaire là, surtout là-dessus, sur la descente qui est là, où on a vraiment rien en short. C'est le week-end, alors peut-être que ça va se réveiller demain. Voilà, on va voir où ça va de ce côté-là. Et sur les alts, on est en funding neutre aussi, donc on a assez peu d'informations par la liquidité en ce moment. D'autant plus qu'on est en week-end. Alors, conclusion de la vidéo, moi j'aime bien la faire sur une time frame 15 minutes pour parler un peu intraday, qu'est-ce qu'on pense pour la journée. Pour le moment, moi je trouve ça pas trop dégueulasse, au sens où on a ces cassures de trend là ici et qui nous montrent quand même une volonté du prix de repartir en haut. En termes de liquidité, je dirais attention à ça. C'est pour ça qu'hier, quand on a dit on est longue, et en fait on a longué globalement à peu près cette zone-là, hein. On est longue là-dessus, j'ai dit prenez du TP là. N'insultez pas la structure en disant qu'elle va se retourner, et elle ne sait pas pour le moment retourner. Ne soyez pas insultant envers la structure. Si vous faites de l'intraday, vous faites de l'intraday. Vous ne tradez pas un retournement avant que, entre guillemets, il n'arrive, si ce n'est avec un runner de position, c'est-à-dire un reliquat de position qui lui-même va tenter d'aller plus haut, ce qu'on appellerait un moonbag, si vous préférez, en investissement. Mais là, en l'occurrence, on appelle ça un reliquat de position. Pourquoi ça? Parce que, d'une certaine manière, déjà, ça vous permet de vous hedge, hein, de sortir ici une partie de la position, ça vous permet d'être sûr d'être en profit, de payer tous les frais, etc. Derrière, vous pouvez prendre la décision de remonter votre stop loss à break-even, ou vous pouvez même prendre la décision, ça c'est un peu plus olé olé, mais c'est des choses qui se font, de reprendre ce que vous avez gagné là, et de finalement le réinjecter là, d'accord? Donc venir défendre une liquidation vis-à-vis de votre point d'entrée, venir défendre une liquidation pour un petit peu plus bas. Donc vous reprenez le risque, on va dire, d'une certaine manière, mais qui est un risque gratuit puisque vous l'avez empoché sur la montée. Personnellement, j'aurais plutôt tendance quand même à, ici, SL à break-even et essayer de prendre le reste. Et si jamais vous faites sortir, tant pis, c'est une position qui était gagnante. Elle a gagné que la moitié de ce qu'elle aurait dû, mais elle a gagné quand même, donc il n'y a aucun problème avec ça. Sur le long terme, vous vous y retrouverez. En termes de structure, en tout cas, je trouve ça plutôt cool, comme tout ce qu'on voit, entre guillemets, là-dedans. Bien évidemment, on n'aura aucune confirmation tant qu'on n'a pas pété ça, ok? Là, on a notre retournement, vous pouvez attendre même, hein, c'est-à-dire que à ce stade-là, voilà, rentrer sur un retest de ça, ou rentrer sur autre chose. Ça va vous obliger à desserrer énormément le levier, mais c'est pas du tout un problème en soi. Ça va vous obliger à... Enfin, si vous desserrez le levier, vous, de fait, en théorie, vous augmentez la taille de position, hein, d'une certaine manière. Enfin, oui, c'est ça, vous augmentez la taille de position, mais ça n'augmente pas moins le risque, en tout cas, si vous avez une invalidation claire en stop loss. À minima, on va dire ça comme ça.
Bref, voilà, je serais assez content qu'on vienne à péter ça déjà aussi également, parce que ça nous fait cette petite ETE, et là pour le coup elle est sympa. Si jamais on remet en place cette ETE, bah, du coup on réactive bien sûr celle-ci, on réactive éventuellement, quand je dis ETE, je dis ETEI en fait, hein, c'est-à-dire un vrai retournement. Ouais, ça nous ramène sur la zone des 70, là où il y a de la liquidité, hein, on l'a vu, et d'ailleurs je vous l'ai mis ici. Vous avez de la liquidité là, vous avez de la liquidité là, en gros. En tout cas sur les petites TF, bien sûr sur les grosses TF, donc le mois, de l'ordre du mois, vous avez aussi de la liquidité dans cette zone-là. Il faut que les shorts se réveillent en fait d'une certaine manière pour avoir la liquidité dans notre camp, parce que là elle est mitigée, donc il faut que les shorts se réveillent, et là pour le moment on n'a pas vraiment de réveil de leur côté. On n'a pas non plus une quantité incroyable de longues, hein, c'est pour ça que même avec une action de prix comme ça, ce week-end on fait que 100 millions de liquidation entre guillemets. Donc peut-être que c'est le spot qui va parler ici. Vite fait également, on peut parler de la situation sur le CME justement, hein, qui représente pas mal d'open interest, on l'a vu tout à l'heure, donc ça va un petit peu dans la suite. Le CME globalement, vous prenez Bitcoin et vous enlevez les week-ends, et vous avez une structure qui est très ressemblante mais qui est légèrement différente. Bah, pour le moment sur le CME, vous voyez qu'on est en distribution. Et le CME, il s'est arrêté là. Si on ouvre un gap sur le CME ce soir, donc il va ouvrir ce soir, là. Si on ouvre un gap, on a des chances quand même de le fermer et de repartir. En général, c'est pas mal ce qu'on fait dernièrement. Donc assez souvent, ça permet de faire rejoindre la structure du CME, donc les non-cotations du week-end, et ben avec le reste, tout simplement. C'est-à-dire que là où l'argent n'a pas fait de business, le CME aime bien y retourner. On voit bien aussi ici sur le CME cette idée de node de volume profile dans laquelle on est actuellement. Si jamais cette zone-là, elle tient, c'est cette zone-là qui va commencer à faire rempart. Si on arrive à repasser cette zone-là, ça sera un support, d'accord? Ici, les conditions de ces choses-là, c'est ceux qui ont acheté là et qui se sont fait peur sur la descente risquent de revendre à break-even. C'est ça qui crée une résistance, ou des gens sur des dérivés qui vont plutôt, j'ai ouvert un short ici, j'ai pris un peu de profit, faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire je viens redéfendre ma position initiale grâce à mes profits, c'est typiquement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin tout ça, ça vous explique la psychologie de la création d'une résistance, ou en tout cas d'un endroit sur lequel on rejette par rapport à un point de contrôle, un endroit où il y a du volume profile, c'est-à-dire qu'ici sur ces prix-là, on a un joli volume profile, tout comme on en a un joli ici sur ces prix-là. Et également, cette idée-là vous dit que dans des zones où on a traversé très vite, alors je sais pas ce qu'il y a avant, mais c'est pas la question, mais dans tous les cas, dans des zones où ça a traversé très vite, on a parfois envie d'y revenir parce que le prix n'a pas fait son job dans ces moments-là. Donc ça, c'est les imbalances, et c'est parfois ce que veut faire le prix, c'est-à-dire revenir dans des zones où il n'y a pas eu de business, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de business, un petit peu comme un arbre qui pousse et qui vient essayer de chercher le soleil, la chlorophylle, là où il a la possibilité de le faire, tout simplement. En tout cas, cette structure-là, elle n'est pas très jolie, parce que pour le coup, à l'inverse de BTC, oui, on a pété ça, mais non, on n'a pas encore pété ça. Ça, c'était pour faire le point sur le CME, sur iBit, puisque là, pour le coup, on a encore mieux. On a un Bitcoin qui ne cote que pendant les heures de cotation américaine. Là, c'est pareil, si on arrive à péter un peu ce flag, etc., et à faire le retournement, c'est bien. Et pour le moment, vous voyez qu'on n'a pas tenu ça, donc on a créé un flag un peu plus gros, etc. Pour le moment, en tout cas, on est sur les deux, sur des structures qui semblent toujours très vendeuses et qui n'ont pas, contrairement à ce qu'on a fait ce week-end, eh bien, qui n'ont pas pété cette histoire-là vers le haut. Et encore une fois, sur le week-end, on va dire qu'on a bien pété la 15 minutes et on est potentiellement en train de péter la 1 heure en ce moment, mais on n'est pas non plus sur quelque chose d'extrêmement impulsif à la cassure. Voilà, ce qu'on veut, c'est un short squeeze. Pour avoir un short squeeze, il faut avoir du short. Pour le moment, on n'en a pas énormément. Encore une fois, c'est le week-end. On espère que ça va se réveiller demain. En tout cas, surtout sur les exchanges, etc. Et on va voir ici, encore une fois, comment les choses se mettent en place. Donc, c'est un petit peu comme en boxe. Protégez-vous en toutes circonstances. Voilà, ça me paraît être un peu l'idée du moment. Imaginons pour ceux qui sont en short depuis 72, parce qu'il y en a peut-être,
Est-ce que là-dessus, vous gardez votre position ou pas? Bah, moi, personnellement, j'aurais pris ici un petit quelque chose quand même, enfin, sur toute cette zone-là. Et ici, pareil, quand on y est retourné. Maintenant, ça peut taper plus bas, mais pour le coup, pour moi, ça serait plutôt dans l'idée d'un runner également. Hein. Pour moi, le short, y compris même en swing, il a quand même fait une bonne partie de son boulot ici. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait une 50aine de minutes aujourd'hui. On a pas mal parlé de cette idée de self-custody wallet, etc. Je pense que c'était important de le faire pour déjà expliquer c'est quoi cette loi réellement, hein, de bien comprendre qu'on n'est pas en train de ban les cold wallets, on est en train de ban les paiements de cold wallet à cold wallet qui sont anonymes, d'accord? Ça, c'est la première chose qui est importante. Également, réfléchir un petit peu à quel est le projet un peu de l'état profond. Et ça, pour moi, enfin, l'état profond, oui, c'est ça, ce que j'appelle moi le URSS. Voilà, essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'ils veulent faire, etc. Et puis peut-être avoir une idée à minima là-dessus de ce que ça va nous donner, en tout cas dans le futur. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et la question du jour, tiens, elle va parler de santé. Est-ce que vous aussi, vous avez chopé cette merde qui traîne? Personnellement, je crois que j'en ai chopé 2 à la suite. C'est-à-dire, je me sentais mieux. Et je pense que c'est mon gamin qui me ramène ça de l'école. Mais je me sentais mieux. Et là, d'un coup, ça repart en... C'est une horreur. Donc voilà, surproduction au niveau du mucus nasal, qui elle-même engendre bien évidemment une offre supérieure à la demande, une chute des prix, et du coup ça coule dans tous les sens. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain, portez-vous bien, ciao ciao.